Morning News. Cérémonie d'ouverture du village de l'entrepreneur ce lundi à Bamako. Le village de l'entrepreneur a pour objectif de promouvoir le secteur de l'entrepreneuriat. Toujours dans la capitale malienne, les manuscrits de Tombouctou exposés au mémorial Modibo Keïta, une exposition qui vise à faire découvrir le patrimoine culturel et islamique du Mali et de l'Afrique au public. Après le massacre par des djihadistes présumés de 69 personnes dans la ville de Bani Bangou, deuil et colère sont omniprésents dans cette commune de l'ouest du Niger. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans le Joliba Morning News. Promouvoir le secteur de l'entrepreneuriat, c'est l'objectif du village de l'entrepreneur. Organisé par l'incubateur Joko Labs, cet événement va permettre de mieux outiller les acteurs du secteur de l'entrepreneuriat afin de développer leur structure. Elle a dit Malik Guitei. Rassembler en un point les principaux acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat au Mali pour une meilleure information, c'est l'objectif recherché à travers le village de l'entrepreneur. Ainsi, durant des jours, les acteurs de l'entrepreneuriat vont beaucoup apprendre sur le cycle de vie d'une entreprise et les différentes ressources disponibles pour mieux entreprendre au Mali. Tous ceux qui souhaitent se lancer ou tous ceux qui sont déjà en activité puissent sortir avec toutes les informations nécessaires pour mieux développer leur structure, pour passer à une échelle supérieure. C'est pour avoir un secteur privé dynamique, parce que comme j'ai eu à le rappeler, c'est ce secteur privé qui porte la croissance et qui crée de la richesse dans un pays. Ainsi, les étapes les plus importantes du parcours de l'entrepreneur sont tous représentées à travers des stands. Ici, c'est l'Agence pour la promotion des investissements au Mali, API, spécialisée dans la formalisation des entreprises. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui évoluent dans l'informel. La raison pour laquelle cette rencontre permettra non seulement de pouvoir édifier les porteurs de projets, de leur mettre à leur disposition des idées de projets, les secteurs porteurs, et puis maintenant les mettre en relation avec les structures pour financer leurs projets. Pour relever les défis numériques, les entreprises sont obligées de s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est le domaine de prédilection de cette entreprise qui œuvre dans la digitalisation. Alors là déjà, c'est que les participants, les entrepreneurs qui viennent visiter puissent découvrir aujourd'hui des outils efficaces, des outils digitaux que nous sommes capables de mettre à leur disposition pour renforcer leur entreprise, pour digitaliser leur entreprise, pour être mieux présente sur Internet et voilà, pour exister en fait au XXIe siècle. La directrice du Centre malien de la promotion de propriété industrielle CEMAPI, partenaire de cet événement, se réjouit d'une telle initiative. Quand on a un nom commercial, on a besoin de développer une autorité autour de ce nom commercial. Quand on a une marque de produits et de services, on a besoin de communiquer aussi sur cette marque, de faire du marketing. Et donc c'est ce qui fait que ces outils-là sont des outils de stratégie commerciale pour les entreprises, parce que c'est à travers ça que les consommateurs reconnaissent les produits que les entrepreneurs mettent sur les marchés. Des panels, des ateliers de formation sont prévus durant ces 2 jours. Pour rappel, cet événement, le village de l'entrepreneur, est organisé dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, organisée le mois de novembre de chaque année. La CEDEAO s'est réunie en sommet extraordinaire ce dimanche 7 novembre 2021 à Accra sur la situation au Mali et en Guinée. Les chefs d'État des pays membres de l'organisation ouest-africaine ont brandi des sanctions contre les autorités de la transition en Guinée et au Mali. Aïssata Traoré revient sur les temps forts de ce sommet. Au cours de cette réunion dans la capitale ghanéenne, les discussions ont largement été consacrées à l'évolution des situations en Guinée après le coup de force contre l'ancien président Alpha Condé le 5 septembre et au Mali où le bloc exige le respect du calendrier de la transition ainsi que la tenue des élections aux dates prévues, c'est-à-dire à partir du 27 février prochain. Au terme du sommet extraordinaire de Ghana, la CEDEAO a en effet pris un certain nombre de sanctions contre les auteurs des putschs en Guinée et au Mali. Ces sanctions, faut-il le préciser,
visent également les membres de leur famille. L'autorité décide de maintenir la suspension de la République de Guinée de toutes les instances dirigeantes de la CEDEAO, ainsi que l'interdiction de voyager et le gel des avoirs financiers imposés aux membres du Comité national du Rassemblement pour le développement et aux membres de leurs familles, jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Concernant la transition politique au Mali, le président de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, a annoncé avoir informé les participants de la notification officielle émise par les autorités de la transition malienne de l'impossibilité à respecter l'échéance électorale prévue en février 2022. The authority highly deplores the lack of progress made in the preparation for the election. Sur le Mali, l'autorité déplore vivement le manque de progrès dans la préparation des élections, notamment l'absence d'un calendrier détaillé des activités pour la tenue des élections aux dates convenues. L'autorité réitère la nécessité de respecter le calendrier de transition en ce qui concerne les élections prévues pour le 27 février 2022. Au cours de ces sommets, les dirigeants des États membres de la CEDEAO ont réitéré la nécessité d'organiser des élections dans un délai de 6 mois en Guinée et insisté sur l'urgence de libérer le président déchu Alpha Condé en résidence surveillée depuis le coup d'État. Selon le communiqué final, des sanctions supplémentaires vont être examinées et proposées lors du prochain sommet qui se tiendra le 12 décembre si la situation persiste. La CEDEAO a en outre appelé l'Union africaine, les Nations unies et les partenaires bilatéraux et multilatéraux à approuver et à soutenir la mise en œuvre stricte de ces sanctions. Le cadre d'échange des partis et regroupements pour une transition réussit à organiser ce samedi 6 novembre un meeting au Palais de la Culture de Bamako. Objectif, exiger le respect des engagements pris et le retour à l'ordre constitutionnel normal. Reportage. Dénoncer certaines initiatives des autorités de la transition et dire non à la prolongation de la durée de celle-ci. Tel était le but de ce meeting organisé par le cadre d'échange des partis et regroupements pour une transition réussie. Pour les mouvements et partis politiques au sein du cadre d'échange, les priorités doivent être revues afin de trouver une solution pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Nous savons que le Mali ne peut pas faire face à la communauté internationale et continuer à faire face aux problèmes du pays. Il faut régler les problèmes avec la communauté internationale. Et ces problèmes avec la communauté internationale est lié à la démocratie, est lié au retour à l'ordre constitutionnel, par un vote de confiance des populations vis-à-vis des dirigeants. Donc c'est ce qui nous permettra de revenir dans le concert des nations, bénéficier de toutes nos potentialités, éliminer ce problème pour pouvoir faire face effectivement aux problèmes à l'interne. Pour les femmes, la dégradation de la situation sécuritaire et politique du pays depuis maintenant 1 an laisse à désirer et les conditions doivent être créées pour réunir les Maliens sans distinction. Mali, demandons un sursaut national pour sauver notre pays d'une impasse politico-sécuritaire sans précédent. Aussi, nous réitérons au gouvernement de la transition de créer les conditions optimales et inclusives afin de rassembler les Maliennes et Maliens autour de l'essentiel sans faire le distinguo entre le bon Malien et le mauvais Malien. Pourtant, ils ne sont pas totalement en désaccord avec les autorités de la transition. Oui, nous sommes d'accord, nous devons faire des réformes minimum aujourd'hui. Nous sommes tous conscients aujourd'hui, si on avait entamé vite, aller à la révision constitutionnelle, réviser également la loi électorale pour avoir une loi électorale consensuelle. Mais nous devons nous faire ensemble. On ne vient pas pour imposer. Notre volonté à tous, c'était d'avoir l'organe unique de gestion indépendant de gestion des élections. Mais lors de la première phase, avec le Premier ministre Mokhtar Ouane, le gouvernement a estimé que le temps imparti ne nous permettait pas d'avoir un organe unique qui va nous permettre d'organiser des élections transparentes et crédibles. Le président du M5RFP, qui est aujourd'hui Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, en son temps, le 10 mai, à Koulouba, devant le président d'alors, M. Bando, avait également demandé que nous devons aller à des réformes essentielles et le reste des réformes, laisser ça à un pouvoir légitime qui sera issu des urnes. Nous sommes dans cette logique. Tout ce que nous demandons, c'est de respecter les engagements. Les membres du cadre d'échange menacent ainsi de retourner dans les rues si toutefois leur cri de cœur ne se fait pas entendre.
Les éléments de l'Office central des stupéfiants ont effectué une double saisie importante de drogue ce vendredi 5 novembre 2021. La première concerne la cocaïne et la seconde le cannabis. Plus de détails au micro de Moussa Tembini. Avec la collaboration de nos amis français et aussi des informations qui nous ont été données, on a pu vraiment interpeller un monsieur le vendredi soir, en partant vraiment de Paris. Lorsque l'élément s'apprêtait vraiment à prendre des vols, il a été interpellé par nos éléments et c'est ainsi que il avait deux mallettes et dans ces deux mallettes, il y avait des produits à l'intérieur. Ces produits vraiment ont été testés et on a vu que vraiment c'est de la cocaïne pure et dure. Qui pèse 33,92 kg, d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. Et maintenant, la seconde affaire, c'est au niveau de Irimadjo. Au niveau de Irimadjo aussi, on a eu des informations qu'il y a des éléments vraiment qui sont venus, là qui sont à Bamako ici. Donc, mes éléments ont été patients et aussi vraiment on suivi vraiment les traces de ces individus. Maintenant, à partir des informations, puis on a pu interpeller trois personnes. Et ces trois personnes vraiment ont été interpellées et on a saisi vraiment une quantité de 400 kg de résine de cannabis, qu'on appelle communément H6, d'une valeur de 160 millions. Donc vous voyez, quand les deux cumulés, donc ça fait dans les 1 milliard et 160 000. Le lancement des activités de l'association des veuves et orphelins pour le progrès social AVPS de Niamana à Tétébougou a eu lieu ce samedi 6 novembre 2021. Objectif, venir en aide aux veuves de la localité et environ ainsi qu'aux enfants orphelins. Le point avec Aminata Traoré et Moussa Tembini. Contribuer à l'amélioration du cadre de vie des veuves et orphelins de Niamana à Tétébougou, ce week-end, une cérémonie de lancement des activités de la dite association a mobilisé beaucoup de monde. La présidente de l'association se prononce. Dès mon retour, j'ai regroupé plusieurs associations des veuves. J'invite toutes les veuves à nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions bénéficier des dons qui nous permettront de nous épanouir. Madame Keita Djeneba Keita, présidente de la Fédération des associations des veuves militaires et paramilitaires du Mali, estime que l'initiative de Madame Diara Kanteba Kanté est salutaire. Elle a formé 100 femmes en teinture, donc c'est un grand pas pour Tabakoro aussi, pour les femmes de Tabakoro, et surtout pour les veuves, et de quoi à survivre aussi. Déjà, ce qu'elle a fait au Mali, moi, je suis fier de ça. Et regrouper beaucoup de femmes, ça n'est pas facile. Leur faire raisonner, ce n'est pas du tout facile. La présidente de l'association des veuves et orphelins de Niamana à Tétébougou invite les autorités maliennes, les Maliens de la diaspora, ainsi que d'autres personnes de bonne volonté à venir en aide aux veuves et orphelins du Mali. L'image du jour est consacrée au canal du Midi. Le canal du Midi est un canal de navigation français qui relie Toulouse à la mer Méditerranée depuis le XVIIe siècle. D'abord nommé Canal Royal de Languedoc, les révolutionnaires le rebaptisent en 1789 Canal du Midi. À partir du XXIe siècle, le canal latéral à la Garonne, qui double la Garonne de Bordeaux à Toulouse, prolonge le canal du Midi pour fournir une voie navigable de l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. L'ensemble des deux canaux est dénommé Canal des deux mers. Ouvrage d'art exceptionnel considéré par ses contemporains comme le plus grand chantier du XVIIe siècle, le canal du Midi révolutionne le transport fluvial et la circulation dans le Midi de la France de l'Ancien Régime. Le défi relevé par Pierre-Paul Riquet, son concepteur, est d'acheminer l'eau de la Montagne Noire jusqu'au seuil de Nourouz, le point le plus élevé du canal. Louis XIV autorise
le début des travaux par un édit royal d'octobre 1666. Supervisé par Pierre-Paul Riquet, le chantier dure de 1666 à 1681 sous le contrôle de Jean-Baptiste Colbert. Le canal du Midi est l'un des plus anciens canaux d'Europe, toujours en fonctionnement. Depuis 1996, il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. À présent, l'actualité internationale avec Oumou Makalou. Après le massacre par des djihadistes présumés de 69 personnes dans la ville de Bani Bango, deuil et colère sont omniprésents dans cette commune de l'ouest du Niger. Le président nigérien a rendu visite aux habitants pour leur demander de compter sur l'armée du Niger, dont le travail est d'assurer leur sécurité. Pour le mardi, nous avons fait une prière et avons pris le chemin d'Adabdab. Malheureusement, les bandits nous ont aperçus du haut d'une colline. Ils se sont précipités vers nous et ils ont ouvert le feu sur nous, tuant un bon nombre de nos hommes. Les bandits nous terrorisent trop. Nous ignorons les raisons pourquoi n'y a-t-il toujours pas la paix à Banyoul. On cherche vraiment à comprendre. On nous tue encore et encore. On nous braque, on nous vole. On nous torture et nous ne savons pour quelle raison. Le 2 novembre, 84 membres d'un comité de vigilance issus de plusieurs villages du territoire de la commune, avec le maire à la tête, sont attaqués près du village d'Adabdab, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Bani Bango. Le comité avait décidé de traquer jusqu'à leur réparation d'Adabdab des hommes armés qui attaquent les villages et volent le bétail, ont confirmé à l'AFP des habitants. Des dizaines de milliers d'Éthiopiens ont juré lors des rassemblements pro-gouvernementaux à Addis Abeba de défendre la capitale contre les rebelles tigréens et dénoncer les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit dans le nord du pays. Ce rassemblement s'est tenu 5 jours après que le gouvernement a décrété l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire, afin de protéger la population du Front de libération du peuple du Tigré, qui revendique depuis une semaine la prise de plusieurs villes stratégiques et n'a pas exclu de marcher sur Addis Abeba. Notre pays, l'Éthiopie, ne sera pas désintégré. L'Éthiopie va toujours de l'avant. Je suis venu aujourd'hui pour protester contre les groupes terroristes et les juntes, ceux qui nous ont harcelés pendant les 27 dernières années. Ce n'est pas parce que je suis une personne volontaire pour aller me battre que je suis une personne valable. Le pays choisit qui veut se battre pour lui. Pour terroriser notre peuple, en particulier pour terroriser les habitants d'Addis Abeba, ils disent qu'Addis Abeba est encerclé, mais Addis Abeba est encerclé par son peuple extraordinaire. Pour rappel, le 4 novembre 2020, Abiy Ahmed a envoyé l'armée dans la région septentrionale du Tigré pour destituer les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré, qu'il accuse d'avoir attaqué des bases militaires. Plusieurs habitants d'Addis Abeba ont déclaré dimanche ne pas craindre le Front de libération du peuple du Tigré. L'Afghanistan est confronté à ce que les Nations Unies appellent l'une des pires catastrophes humanitaires au monde. Le Programme alimentaire mondial distribue des secours vitaux à Kaboul. Nous sommes pauvres. Nous n'avons rien à manger pour le déjeuner ou le dîner. Ce sont mes enfants. Je n'ai pas de fils. Mon mari est handicapé et reste à la maison. Je suis pauvre et sans emploi. Nous, les pauvres, sommes venus ici. Nous n'avons rien pour chauffer les maisons en hiver, pas assez de nourriture ni d'eau. En Afghanistan, les gens vendent leurs enfants pour ne pas mourir de faim. Le mémorial Modibo Keïta accueille depuis le 27 octobre 2021 une exposition des anciens manuscrits de Tombouctou. Organisée par l'ONG Savama, cette exposition vise à faire découvrir le patrimoine culturel et islamique du Mali et de l'Afrique au public. Reportage Youssouf Kone et Moussa Tembini. Après le succès de l'étape du musée national, tenue du 15 au 30 octobre 2021, qui a reçu des visiteurs locaux et de 22 autres nationalités à travers le monde, les manuscrits historiques de Tombouctou sont exposés depuis le 27 octobre 2021
au mémorial Modibo Keïta de Bamako. Il s'agit des manuscrits datant du XVIe au XXe siècle. Si elle est ouverte à tout le monde, les cibles principales de l'étape du mémorial Modibo Keïta, selon les guides, sont les élèves et les étudiants. Les manuscrits, de façon générale, c'est en tout cas des choses qui ont été écrites par nos parents il y a des siècles. Nous demandons aux Maliens de venir voir, en tout cas, ces manuscrits-là, parce que tout est dedans, réellement. Nous voulons quand même que les Maliens sachent que nous avons des manuscrits qui sont avec nous ici. Ça vaut la peine vraiment de les exploiter. Cette initiative de l'ONG Savamment vise à préserver et à valoriser les manuscrits, patrimoine culturel et islamique du Mali, voire de l'Afrique et de l'humanité entière. Ces manuscrits historiques abordent plusieurs thématiques, notamment sociales, économiques, culturelles et scientifiques. Nos ancêtres ont énormément travaillé en écrivant ces manuscrits qui sont aujourd'hui d'une importance capitale pour notre génération et la génération future. Précisons que l'exposition au mémorial Modibo Keïta se poursuivra jusqu'au 10 novembre 2021. Toutefois, selon le coordinateur de programme de l'ONG Savamment, le Dr Bazoumana Traoré, une activité d'envergure nationale sur l'apport de ces manuscrits dans la construction de la paix, du vivre ensemble et du développement est en gestation. Le sélectionneur des Aigles du Mali a levé le voile ce samedi sur la liste définitive des 26 joueurs convoqués en vue des 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2022. Le maître à jouer de la sélection, Yves Bissouma, manque toujours à l'appel. Amadou Tolo revient sur cette publication. Leader de leur groupe éliminatoire à la Coupe du Monde 2022, les Aigles du Mali croisent le fer avec le Rwanda et l'Ouganda les 11 et 14 novembre prochains en vue des 2 dernières journées des qualifications au Mondial 2022. Crucial pour la qualification au barrage. Le sélectionneur national Mohamed Magasuba devra composer sans le service du milieu de terrain de Brighton, Yves Bissouma, pourtant brillant cette saison en Première Ligue anglaise, mais qui n'a plus intégré le nid des Aigles depuis octobre 2018. L'ancien pensionnaire de l'Académie Jean-Marc Guillou serait toujours en délicatesse avec les dirigeants de la Fédération malienne de football FEMAFOOT. Pour le reste, et en dehors de l'absence surprise de l'attaquant d'Al Hilal FC, Moussa Marega, les têtes d'affiche telles que Adama Traoré, Amadou Aïdara, Amari Traoré, Djadje Samasekou ou encore Moussa Djenepo sont au rendez-vous. Il convient de noter également que le jeune latéral gauche Amadou Dante, 21 ans, qui dispute la Ligue des Champions avec Sturm Graz Autriche, fêtera sa première convocation en A après avoir remporté la CAN avec les U20 en 2019. Leader du groupe E avec 10 points, le Mali se déplacera au Rwanda le 11 novembre prochain avant de recevoir l'Ouganda le 14 sur terrain neutre. Le stade du 26 mars de Bamako reste suspendu. Pour l'instant, le Mali occupe la première place avec 10 points, suivi de l'Ouganda, 8 points. Le Kenya vient en 3e position avec 2 unités et le Rwanda ferme la marche avec 1 point. Les Aigles du Mali sont dans une bonne dynamique, à eux d'achever le boulot. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente journée en compagnie des programmes de Joliba TV News. Joliba Morning News.